les callbots s'imposent désormais comme des acteurs incontournables du service client. Après des années d'expérimentation et de promesses parfois décevantes, le marché semble avoir atteint sa maturité. Pour faire le point sur cette évolution, nous avons interviewé Samir Dilmi, Chief Revenue Officer de Didu, éditeur français de solutions d'IA conversationnelles qui compte parmi ses clients des entreprises comme Orange, Total Energy ou SNCF Connect. Son éclairage permet de comprendre ce qui distingue un callbot efficace d'une expérience frustrante et surtout d'entrevoir ce que sera le service client de demain. Des interviews, des chiffres, des faits, des études. Pas de blabla, ce sont les podcasts de Visionary Marketing disponibles sur toutes les bonnes chaînes de balado-diffusion. Bonjour et bienvenue dans les podcasts de Visionary Marketing. Le sujet du jour, callbots et services clients. Où en est-on vraiment en 2026 avec Samir Dilmi de Didu. Ce podcast marque le début de 2026 que nous souhaitons bonne et heureuse et surtout à l'écoute des podcasts de Visionary Marketing qui vont bientôt entamer leur 100 millième téléchargement. Ça commence à faire. Merci pour votre fidélité à notre média qui fête cette année ses 30 ans. Eh bien, je suis avec Samir Dilmi. Bonjour Samir, vous êtes Chief Revenue Officer de Didu. Vous nous expliquerez ce que c'est Didu et porte-parole de cette entreprise où vous supervisez la stratégie commerciale et l'accompagnement des clients. Alors, parmi ces clients, environ 70 clients prestigieux comme Orange, Total Energy, SNCF Connect, etc., etc. Votre entreprise a été créée en 2009 et vos solutions dont les données sont hébergées en France, on le signera, c'est important en ce moment. Vous traitez des millions de conversations quotidiennes avec des taux de compréhension atteignant 98%, on va y revenir. Alors moi, j'aimerais bien focaliser cette interview sur les callbots, qui sont une de vos solutions et dont on entend souvent parler. Alors avant d'aller plus loin, j'aimerais aller voir avec vous où en est réellement ce marché en 2026, puisque on approche du 2026, au-delà du buzz médiatique autour de l'IA conversationnelle, est-ce qu'on observe une adoption massive par les entreprises ou est-ce qu'on reste encore dans des expérimentations limitées ? Tout d'abord, bonjour Yann et merci pour l'invitation. Le marché clairement a pris une tendance sur la voix, ça s'est avéré. Nous, pour la première fois en 2025, la voix a pris le dessus sur les chatbots, donc dans la répartition de notre chiffre par exemple. Et les chiffres sont là. Selon Gartner, le marché devrait représenter 280 millions de dollars d'ici 2030, juste pour la France. Donc on a passé le cap d'époque et de l'hésitation. Là, on est sur comment les entreprises sont plutôt dans le mode de comment on va faire pour mettre en place le projet rapidement et aller vite. Ça y est, ils sont convaincus de la pertinence et de l'utilité de ce type de solution. Là, on est plutôt sur comment on le priorise et comment on le fait passer dans les tuyaux. D'accord, donc on en est véritablement à l'opérationnel et à l'industriel. Alors ça tombe bien parce que j'ai plein de questions pour vous. D'abord, vous annoncez que dans vos chiffres, 30% d'appels automatisés en intégralité, 60 à 80% d'appels préqualifiés. Alors concrètement, qu'est-ce que cela signifie pour un service client en termes d'organisation, de SI, de formation ? Combien d'agents humains peuvent réellement être redéployés sur des tâches à plus forte valeur ajoutée ? Alors attention, il y a une nuance sur ces chiffres. Ce sont les appels préqualifiés. On parle quand on est sur du 60 à 80%, ça veut dire qu'on parle de sujets de niveau 1. On va parler de sujets qui représentent un très gros volume dans les centres d'appel, mais qui sont des sujets qui peuvent être facilement automatisés. Du style, j'ai besoin de ma dernière facture, je retrouve pas mon justificatif de domicile, est-ce que vous pouvez me renvoyer mon contrat ? Tout ce genre de choses. Donc, quand on parle de 60 à 80%, on est sur cette thématique-là et sur cette typologie de demande. Ou encore sur où en est mon colis. Mais donc du coup ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la conséquence pour le service client, c'est que comme il y a beaucoup moins de demandes de niveau 1, on va se retrouver sur une expertise plus poussée. On va se retrouver sur des sujets sur lesquels les agents, on va
on va attendre plus d'eux que ce qui était attendu là. Et c'est d'ailleurs un sujet que la FRC traite actuellement. Enfin, en tout cas, il y a des speakers de grands groupes comme EDF qui parlent de ce sujet sur le fait que la conséquence pour le service client, c'est d'avoir des agents plus pointus et plus experts dans leurs réponses. Et ça, c'est quelque chose qui passe bien dans la population, justement, des agents de CRM. C'est une demande aussi de plus exigeante en termes de compétences. C'est une question d'accompagnement. Ça passe bien quand on est accompagné, qu'on est formé. On leur demande pas de faire un métier différent. Hein. C'est ce qui est attendu, c'est juste d'être un petit peu plus avancé, en tout cas dans la réponse, en fait. Mais en général, c'est quand même apprécié, puisque ce qui fait que dans les centres d'appel, il y a beaucoup de turnover, c'est justement aussi parfois. Et ça, c'est une réalité pour tous les centres d'appel. Il y a beaucoup de turnover. C'est aussi parce que une grande répétition de questions qui sont sur lesquelles ça finit par aller dans votre espace client, faites ce genre de choses. Donc du coup, il peut y avoir une certaine lassitude sur certaines activités que là on va rencontrer moins, puisque on est plus dans l'accompagnement et dans l'aide avec une valeur ajoutée plus forte à ce qu'on va apporter au client que juste l'aider à se retrouver dans son espace web parce qu'il est pas allé regarder au bon endroit. D'accord, donc c'est une excellente transition. Plus de valeur pour le client, plus de valeur aussi d'ailleurs pour l'agent. Alors revenons sur les clients. Sur vos plus de 100 projets déployés, quels sont les 3 cas d'usage de Callbot qui génèrent le plus de valeur mesurable pour vos clients? Il y a la prise de rendez-vous, par exemple. Tout ce qui est prise de rendez-vous, que ce soit sur du médical, sur du SAV, qui sont des choses qui peuvent être 100% automatisées. Donc là, on va être sur le rendez-vous pour la fibre, on va être sur, on est pas mal sur des rendez-vous médicaux, on a des sujets qui sont liés à ça. Donc il y a la prise de rendez-vous sur lequel on peut 100% automatiser de parcours et donc il y a une satisfaction forte des deux côtés, puisque vous pouvez modifier votre rendez-vous médical à minuit un samedi soir sans problème. Et donc et par téléphone, puisqu'il y a encore des populations qui préfèrent appeler. On va avoir tout ce qui est suivi de colis, tout ce qui est lié au SAV. Je comprends pas, j'ai pas reçu ma commande, où est mon colis? Et au final, le bot va faire exactement ce que l'agent va faire, hein. Il va aller regarder, il va demander le numéro de colis, il va regarder à quel endroit se situe la commande, il va donner une estimation de délai de livraison quand il peut. Et donc ça, c'est un très gros volume, hein, souvent, hein, dans tout ce qui est dans tout ce qui est retail. Et puis on peut avoir aussi tout ce qui est premier niveau d'assistance. Et donc on fait ça par exemple pour des bailleurs sociaux, pour réduire les astreintes. Il va y avoir, vous savez, l'urgence, elle dépend toujours de notre propre perception. Donc vous allez avoir des personnes qui vont appeler l'astreinte le week-end parce que ils entendent goutte à goutte par exemple, qui est lié, qui est dans la salle de bain. Et donc ça, typiquement, en fonction de la gravité, on va plutôt, le bot va plutôt traiter la demande, créer un ticket et permettre à ce que la personne soit rappelée à la première heure le lundi. Là où s'il y a une fuite de gaz, on va tout de suite passer quelqu'un d'humain là-dessus. Donc ça, il permet de faire le tri et d'estimer. Et de mieux estimer la criticité et l'urgence des demandes d'assistance. Et donc là, on a une vraie valeur. Ça permet de tout de suite prioriser et de pas se retrouver dans une situation urgente à attendre 15 minutes parce que devant il y a quelqu'un qui justement avait juste besoin d'une facture, pour caricaturer. Mais... Ok, donc des cas d'usage intéressants et à valeur ajoutée. Alors moi, quand même vous titiller un petit peu sur mon expérience utilisateur réelle, parce que je vais être franc. Alors c'est certainement des callbots qui n'ont pas été implémentés par Didou, hein, d'ailleurs, mais moi ce que j'ai vécu surtout, c'était des conversations en boucle, des incompréhensions systématiques, voire des options qui n'étaient pas prévues d'ailleurs, des impossibilités de joindre un humain. Est-ce que vos statistiques révèlent des choses sur le taux de satisfaction réel des utilisateurs finaux face à un callbot? Eh bien, vous allez dire que c'est une réponse politique, mais elle est sincère en réalité. Ça dépend toujours de ce que le client, et quand je dis client, cette fois on parle pas du client définitif, on parle de l'entreprise qui l'implémente, de ce qu'elle a voulu. Quand vous me dites du coup que vous n'avez pas pu escalader vers un humain, c'est la seule raison pour laquelle ça a dû arriver, c'est que l'entreprise derrière
a voulu mettre en place un parcours qui ne permettait pas d'escalader vers l'humain. Donc le taux de satisfaction, il dépend aussi de ce qu'on a eu à mettre en face derrière. Nous, on va plutôt recommander des parcours qui sont complémentaires. Dans tous nos projets, on a la possibilité d'escalader vers l'humain. Là, je vous donne un petit tip. Si le callbot est bien fait et que vous voulez à tout prix parler à un humain, normalement, vous devez répéter 2 fois et vous allez basculer sur un humain. En général, quand vous dites je veux parler à un humain, le bot va essayer de quand même traiter votre demande. Si vous le dites une 2e fois, il vous bascule sur un humain. Quand le bot est bien fait, il permet de faire ça. Et quand il est très très bien fait, il y a plein de cas pour lesquels vous n'avez pas besoin de parler à l'humain. Encore une fois, on parle de cas de niveau 1. On remet pas en cause le fait que quand vous êtes dans une situation d'urgence critique ou que vous avez besoin d'exprimer un grand mécontentement, vous avez envie de parler à un humain. Mais là encore, le bot peut apporter des choses. Il peut faire en sorte de désescalader la situation avant que vous parliez à l'humain. Donc ça existe des parcours qui sont frustrants, hein, mais souvent c'est parce que d'abord il y a des parcours qui ont été scriptés avec une intelligence limitée dans la compréhension. Donc nous, par exemple, on a notre propre NLP, propre gestion du langage naturel, mais on vient aussi l'enrichir avec de l'IA générative. Donc ça fait qu'il y a quand même très peu de choses qui ne sont pas comprises. Et normalement, quand c'est pas compris ou quand on n'arrive pas à répondre, un bon parcours, c'est le parcours qui dit OK, bon ben là, je vais vous passer à mon collègue humain pour qu'il puisse vous répondre, puisqu'il faut faire en sorte que ce que vous avez vécu n'arrive jamais. C'est-à-dire que là, vous vous retrouvez à raccrocher, vous n'avez pas eu la réponse et en plus, votre frustration a grandi. C'est un peu le cauchemar de ce qui devrait se passer en relation client. D'accord. Alors, la transition est aisée, mais grâce à vous, on va parler d'IA générative et de callbot. Alors, la dérivée de l'IA générative, ChatGPT, vous me direz d'ailleurs quel est le modèle que vous utilisez chez vous, transforme-t-elle radicalement les capacités des callbots? Est-ce que nous allons passer d'un système à script figé vers des agents véritablement conversationnels capables d'improvisation contextuelle? Ah, c'est une question assez complexe en réalité. Bon, déjà pour répondre à la partie sur quel modèle, on est agnostique. Il y a même des clients pour lesquels on utilise leur propre modèle et qu'on vient plugger à notre solution. Donc on n'est pas marié avec une solution en particulier. On va utiliser le modèle qui est le plus adapté au cas d'usage. Tous ne font pas exactement la même chose, donc on peut très bien avoir du Mistral, du GPT, du Gemini. Voilà. C'est très agnostique. Pour reprendre sur la capacité que ça apporte. l'IA générative va apporter, il y a une partie dans la compréhension qui va être améliorée et qui est déjà améliorée. Et c'est vrai que là où historiquement avant il fallait, même si on avait déjà des groupes de formulation, on avait des choses qui faisaient que on arrivait à comprendre plusieurs manières de demander la même chose. L'IA générative va nous aider à mieux capter les contextes en disant du coup voilà, si quelqu'un parle de tel sujet, ça fait référence à telle connaissance, il faut aller interroger telle connaissance. Donc ça, c'est vrai que ça permet d'avoir des parcours. Tout à l'heure, vous parliez de parcours en boucle, de sensation d'incompréhension. C'est vrai que ça a fait un gros gap et ça permet de réduire fortement cet aspect-là. La contrepartie, c'est que donc quand on est sur de la compréhension, ça va. Par contre, on a des bots sur lesquels ou des clients qui vont dire OK, moi je veux scripter le moins possible, ce qui est la réalité aujourd'hui d'ailleurs. Hein. Je veux que ce soit d'abord, que ce soit beaucoup l'IA générative. Et ça a des conséquences entre guillemets. C'est-à-dire qu'on va avoir une latence un peu plus forte. Donc même si on parle de 1 seconde ou une seconde et demie, quand on est au téléphone, c'est un temps qu'il faut meubler parce que sinon vous avez l'impression que ça dure très longtemps. Donc ça peut nuire à l'expérience. Et puis après il y a des sujets sensibles sur lesquels nous on fait de l'hybride sur la plupart de nos bots. Quand je dis sur la plupart, c'est sur l'ensemble de nos bots même. C'est à savoir qu'il y a des sujets sur lesquels on va dire aux clients qu'il y a aucun intérêt en fait de faire fonctionner de l'IA générative pour de l'IA générative. Si vous voulez les horaires, donner les horaires de votre magasin, que les horaires de votre magasin c'est quelque chose qu'on peut interroger par API ou c'est une information qui est figée, aucun intérêt. De la même manière, votre politique de remboursement, on va faire en sorte que ce soit une réponse où tout le monde a exactement la même réponse parce que là on commence à toucher à des choses qui engagent légalement et on va faire en sorte que il n'y ait pas de liberté à l'IA générative.
Ce qui amène au dernier point dont vous parliez en disant du coup, est-ce qu'on donne une liberté à l'IA générative? Nous, on est plutôt pour faire de l'apprentissage supervisé ou en tout cas réduire au maximum la créativité entre guillemets de l'IA générative parce qu'on est sur de la relation client et qu'on peut pas tout dire et on peut pas laisser tous les sujets traités. Donc, on va préférer la restreindre au maximum. D'accord. Alors, sur les temps de réponse, peut-être ça dépend souvent des modèles, en fait, non? Ça dépend des modèles, ça dépend de... Plus que des modèles, ça dépend de comment structurer la donnée chez le client et où est-ce qu'on va la chercher. Il y a des cas où on va chercher de la donnée dans des SharePoint, par exemple, qui sont déjà préclassés, donc c'est très bien structuré. Quand on est sur des choses où il faut aller chercher, souvent ce qui se passe dans le setup, c'est que les clients vont découvrir que dans la partie setup, ils vont dire mais je comprends pas cette réponse, elle est cohérente. Nous, on va aller regarder la source et ils vont s'apercevoir que par exemple, eux, ils avaient choisi de prendre toutes les infos sur leur site internet et il y a plein de pages qui existent toujours, qui ne sont plus mises en avant, qui existent. Et donc ça, pareil, il va falloir du coup travailler sur comment on priorise, quelles sont les règles qui font qu'un sujet a pris devant sur l'autre. C'est notamment souvent le cas quand on est sur des marques ou des sites qui ont des blogs où il y a un historique en fait sur plusieurs années et donc il y a des données qui viennent se contredire entre elles. L'IA générative par défaut va faire une réponse un peu agrégée qui n'est pas exactement ce que la marque voulait répondre. Souvent c'est ça le sujet. Le sujet il est plutôt qu'au modèle, il est lié à la source des données et au fait que les clients doivent avoir des données très propres, les plus clean possibles, pour être sûr que la réponse qui va être apportée soit celle qu'ils souhaitent. Non, finalement, plus ça change, plus c'est la même chose. Il y a toujours la donnée est toujours au centre du problème. Exactement, toujours. Ouais, et toujours aussi maltraitée d'ailleurs. Toujours. La donnée, l'organisation chez le client. On va peut-être conclure sur vos conseils pour bien implémenter un callbot et peut-être les erreurs à éviter. Je dirais que il faut identifier déjà pourquoi on le fait et les KPI qu'on va mesurer. Et ça, c'est pareil pour tous les projets. C'est ce que vous venez de dire. On réinvente pas. Je sais, ça marche pour tout, et y compris pour ça. Et ça, c'est souvent c'est quelque chose qui peut porter préjudice à un projet ou à sa mise en place. Le client veut à tout prix mettre un callbot parce qu'il y a quelqu'un qui a dit qu'il fallait à la direction qui a dit qu'il fallait le mettre en place, mais sans avoir réfléchi à ce que ça devait apporter. Ça, forcément, ça peut créer un flou, aussi bien pour nos équipes sur la mise en place de ce qui est attendu que pour le client. Il y a faut aussi s'assurer qu'on a bien les bonnes personnes en face et les bonnes ressources. La mise en place d'un callbot, c'est un peu différent de la mise en place d'un chatbot. C'est-à-dire que le chatbot, c'est facile. C'est une ligne de code qu'on pose sur le site. On a des solutions no code. Tout est très facile. Là, le callbot, il faut souvent faire parler plusieurs prestataires, puisqu'il y a un moment où il faut qu'on parle avec les personnes qui gèrent la téléphonie. Les personnes qui gèrent la téléphonie sont souvent des externes. Et ça, c'est souvent pas anticipé. Donc, on peut se retrouver sur, on attend que l'autre prestat réponde. Puis l'autre prestat va vouloir facturer des jours parce que il était pas dans la boucle et donc voilà. Donc ça, c'est le genre de choses qu'il faut vraiment anticiper. Je dirais que les erreurs fatales sont celles-ci. Ça peut faire en sorte, ça peut vraiment handicaper un projet dans sa réussite. Ok. Et dans les conseils, vous parliez d'accompagnement tout à l'heure, peut-être aussi des conseils en termes de transparence, d'éthique. Tout à fait. Si on parle de l'expérience utilisateur, oui, aujourd'hui on est sur des solutions où on pourrait se méprendre, on pourrait vraiment penser qu'on est en train de parler avec quelqu'un. Il faut pas oublier que ça reste des bots, donc nous on recommande que tout de suite on se présente. Bonjour, je suis Samir, votre agent virtuel. Bonjour, je suis Alex, votre agent virtuel. On explique tout de suite à la personne qu'elle parle à un agent virtuel et que et ça peut éviter des frustrations parce que les voix aujourd'hui sont tellement fluides et bien faites que vous pourriez, à l'inverse, je caricature, je me fais l'avocat du diable comme on dit, vous pourriez vous retrouver en train de parler d'un sujet pour lequel le bot n'a pas été entraîné, ça fait pas partie de son domaine de compétences, et être persuadé que vous avez quelqu'un en face qui se moque de vous parce qu'il comprend pas bien la situation. C'est le cas le plus extrême. En réalité, ça n'arrive pas vraiment, mais donc ça c'est important, et plus c'est important ne serait-ce qu'en termes de droit d'utilisateur. On a aussi le droit de dire ok, si c'est un bot, moi j'ai pas envie d'avoir cette expérience là. Si c'est un bot, je veux préciser
disais que je ne veux pas que la conversation soit enregistrée, ce qui est aussi le cas avec un humain, mais pour peut-être qu'il y a des gens qui sont plus réticents à ça. Donc faut être le plus transparent possible et mettre en avant les droits RGPD des personnes pour qu'elles puissent les appliquer et qu'on évite tout malentendu. Oui, tant qu'on y est, il y a pas aussi d'entraînement sur les conversations clients? Non, ça pourrait, je pense qu'il y a des gens qui font. Nous, on ne fait pas comme ça. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on fait de l'apprentissage supervisé. Donc, on va plutôt avoir des analyses des conversations et ce sont des humains qui derrière vont aller regarder les conversations qui n'ont pas été bien comprises ou les taux de satisfaction qui pourraient être faibles de comprendre pourquoi. On va faire des suggestions sur les connaissances, mais on va pas laisser le bot apprendre tout seul des conversations qu'il a eues avec les autres. Parce que du coup, sinon, c'est le meilleur moyen aussi où vous pourriez détourner un bot et lui apprendre des choses qui ne sont pas bonnes, donc on ne fait pas comme ça. Avec la petite mention qui va bien pour dire que la conversation va être enregistrée, bien entendu. Toujours, mais ça c'est déjà des pratiques qui se font, les gens sont habitués. Ouais. C'est maintenant quand vous appelez le service client, c'est systématiquement mentionné. Donc, Absolument. Alors, puis dernière question pour le futur. Alors, on arrive en 2026 et on va regarder vers 2030. Alors, pour conclure, dans 5 ans, quel pourcentage des interactions téléphoniques avec les services clients sera géré par des callbots selon vous? Et surtout, est-ce que les utilisateurs finiront par préférer parler à une machine plutôt qu'à un humain? Ah, la question. Dans 5 ans. Alors déjà, dans 5 ans, je pense qu'il y a quelque chose qui est important, c'est de noter que les interactions voix ne sont pas faites qu'avec le téléphone. Donc là, on a des tendances qui arrivent, notamment sur tout ce qui est borne de tram ou borne de parking, ce genre de choses. Donc ça va se généraliser. C'est-à-dire que la voix, c'est pas juste j'appelle mon service client, ça va être d'appuyer sur un bouton sur une borne, de demander un renseignement. Donc ça c'est la tendance du coup pour 2030. Et ensuite on parle de pourcentage. Je pense que les pourcentages vont augmenter puisque justement il y a aussi des intelligences qui progressent à grande vitesse. Donc les chiffres qu'on a annoncés tout à l'heure qui étaient niveau 1, on devrait réussir à aller sur des cas plus complexes et avoir 60 à 70% des interactions dans leur globalité et pas juste celles de niveau 1. Mais après, je ne crois pas que les bots, les callbots soient destinés à remplacer l'humain. Aujourd'hui, il y a juste une réalité, c'est que il est impossible de traiter 100% des appels, il est impossible de traiter 100% des demandes ou en tout cas de les traiter dans des délais rapides et raisonnables. Donc, on est obligé de faire équipe entre guillemets. C'est-à-dire que le callbot, il peut être juste utilisé en débordement, juste en horaire non ouvré. On n'est pas obligé de juste catégoriser par typologie de demande. En tout cas, ça permet de prioriser. Donc je pense que les personnes, elles seront contentes d'avoir des bots qui va aider à prioriser et à éviter l'attente, parce qu'on est dans la culture de l'immédiateté, qu'il faut que tout le monde ait sa réponse tout de suite à la seconde. Donc ça apporte ça. Après, ça remplacera jamais le fait que vous ayez besoin d'empathie, vous ayez besoin de parler à un humain parce que vous avez un sujet particulier. Enfin voilà, je vous donne un exemple personnel. Moi, j'habite à Marseille dans une zone qui a été incendiée. Quand j'appelle mon assurance, j'ai envie de parler à quelqu'un qui comprend la situation, qui connaît la zone et qui a compris de quoi je parlais, et pas un bot qui va me sortir la procédure liée aux incendies. Donc ça va rester. Ça va rester. On a toujours besoin de sens. Peut-être une question de proportion aussi, parce que si on atteint 80% des demandes qui peuvent être traitées directement, certainement qu'on va pas recruter en masse des agents dans les call centers. Oui et non, c'est-à-dire que encore une fois, ça dépend de pourquoi, et ça dépend de quel sujet. Je pense que c'est plutôt ce qu'on disait tout à l'heure, une transformation un peu des métiers avec une expertise plus poussée. Mais en fait, aujourd'hui, les bots sont pas là pour ils sont là parce que les call centers sont déjà saturés, c'est-à-dire on est déjà souvent au max du recrutement, au max du budget, au max des équipes, et malgré ça il y a des demandes. Donc c'est pas là pour remplacer les conseillers actuels, c'est là juste pour les aider et faciliter leur métier, parce qu'on n'a pas parlé de l'aspect où le conseiller, une fois que c'est passé en live, il a aussi une IA qui l'aide à répondre à la personne, qui l'aide à aller chercher la bonne information et qui lui permet de répondre plus rapidement. Donc il répond plus rapidement en apportant une expertise plus poussée et du coup il va pouvoir passer plus de temps sur son appel, parce qu'aujourd'hui il y a tellement d'appels que
Enfin voilà, donc je pense que ça va surtout apporter une meilleure qualité de service au sens large, mais pas parce que ça va remplacer automatiser l'humain, c'est aussi parce qu'il y a des parties qui accompagnent l'humain dans sa réponse. Et donc cette partie, elle est pas négligeable. Eh bien, merci Samir pour cette note positive qui nous permet de démarrer 2026 avec enthousiasme. Le service client va s'améliorer dans les années qui viennent grâce au callbot. Merci à vous et bonne chance et bonne continuation. Merci à vous. Très bonne journée. Au revoir. Alors, ce qu'il faut retenir de cet entretien. Les callbots ont atteint un niveau de maturité qui leur permet de traiter efficacement les demandes simples et répétitives du service client. Leur succès repose sur 3 piliers, des objectifs clairement définis, des données sources de qualité et des parcours qui préservent toujours la possibilité d'escalader vers un humain. L'IA générative améliore la compréhension, mais doit être encadrée sur les sujets engageant l'entreprise. À l'horizon 2030, le callbot ne remplacera pas le conseiller humain selon Samir Dilmi. Il lui permettra de se concentrer sur ce qui fait la différence, l'expertise et l'empathie, une évolution qui pourrait bien revaloriser le métier de conseiller client. Surtout, n'oubliez pas de mettre une bonne note à ce podcast si vous l'avez apprécié.